L'armée russe utilise aujourd'hui une arme terrifiante contre les forces ukrainiennes. La bombe thermobarique, aussi connue sous le nom de bombe à vide. Contrairement aux bombes classiques, cette arme redoutable est considérée comme l'une des plus destructrices au monde parmi toutes les armes non nucléaires existantes. Son fonctionnement est particulier. Elle aspire l'oxygène de l'air environnant, créant un vide temporaire, puis déclenche une détonation qui vaporise tout ce qui se trouve à proximité. Cette surpression extrême, suivie d'une dépression brutale, provoque l'implosion des organes internes. Les cibles, humaines ou matérielles, sont littéralement désintégrées. Les explosions en chaîne peuvent neutraliser des positions fortifiées entières. Ces bombes sont tirées sous forme de roquettes depuis un véhicule blindé lourd multicanon, le TOS-1A. Cette plateforme de lancement surnommée « lumière de soleil écrasante » est conçue pour frapper l'infanterie retranchée dans des bâtiments, des bunkers ou des tranchées. L'arme est tristement célèbre pour ses effets sur le corps humain. Les organes internes explosent, les tympans, les yeux, les tissus cérébraux et les voies respiratoires sont détruits. Le tout sans qu'aucun éclat ou projectile ne soit visible. Ce n'est pas une explosion conventionnelle, c'est une tempête de pression et de feu. Dans cette vidéo, grâce à une modélisation 3D, nous allons explorer en détail le fonctionnement du système de roquette thermobarique TOS-1A. Le TOS-1A est un système de lancement de roquettes thermobariques multicanons conçu par l'Union soviétique à la fin des années 1980. Il a été développé en 1988 par le bureau d'études Omsk-Transmash. À l'origine, il était capable de tirer des roquettes d'un calibre allant de 30 mm à 220 mm. Sa première utilisation au combat a eu lieu en Afghanistan. Plus tard, en 2003, les ingénieurs russes ont mis au point une version améliorée, le TOS-1A, également appelé Solntsepyok, ce qui signifie chaleur écrasante du soleil. Il est classé comme un système de roquettes thermobariques lourd. Le TOS-1A, en configuration complète, pèse environ 4,53 tonnes. Il mesure 9,5 mètres de long, 3,6 mètres de large et 2,2 mètres de haut. Il est opéré par un équipage de 3 personnes, le pilote, le commandant et le tireur. Son autonomie opérationnelle est d'environ 340 miles et sa vitesse maximale sur route atteint 60 km/h. Il est propulsé par un moteur V84 d'une puissance de 840 chevaux, le même que celui utilisé sur les chars T-72. Contrairement à la version précédente, le Buratino, qui pouvait emporter 30 roquettes, le TOS-1A n'en embarque que 24, mais chacune est bien plus puissante. Le TOS-1A repose sur un châssis dérivé du char T-72, robuste et éprouvé. Il est structuré en deux sections, la section de lancement située à l'arrière et le châssis principal à l'avant. Le châssis est composé d'un corps inférieur et d'un système de suspension à chenilles. De chaque côté du véhicule, 6 bras de torsion sont fixés au corps principal. Devant les premiers, deuxième et sixième bras, des absorbeurs de choc hydraulique sont installés pour stabiliser le véhicule en terrain difficile ou lors du tir. Les chenilles sont montées sur 6 grandes roues de route. Les roues reliées aux bras de torsion assurent la mobilité du véhicule. Les roues avant sont appelées roues folles ou idler. Elles ne sont pas motrices, mais servent à maintenir la tension des chenilles. À l'arrière se trouvent les roues motrices, connectées à la transmission du moteur. Ce sont elles qui transmettent le couple, le torque aux chenilles, pour propulser le véhicule. Ces roues motrices sont dentées, comme des engrenages, et elles entraînent les chenilles par friction mécanique. 3 roues de retour sont également fixées à la structure pour maintenir le bon alignement de la chenille au-dessus des roues. Les chenilles sont formées de maillons métalliques individuels, assemblés ensemble par des goupilles. Ces maillons tournent autour des roues pour former une boucle fermée et continue. Chaque maillon est doté d'un guide central qui passe entre les roues, empêchant la chenille de dérailler. Ces maillons sont généralement fabriqués dans un acier lourd et sont conçus pour supporter le poids et les chocs extrêmes sur le champ de bataille. Sur les flancs du véhicule sont fixées des jupes blindées, appelées coulisses latérales. Elles servent à protéger le bas de caisse, les chenilles et les suspensions contre les tirs, les éclats, la poussière et les débris. Ces protections latérales peuvent être relevées lors des opérations de maintenance ou pour franchir certains obstacles. À l'avant du véhicule se trouve une lame hydraulique, appelée aussi lame de nivellement. Commandée par le pilote,
Elle est utilisée pour dégager les débris, stabiliser le véhicule avant le tir, ou creuser une légère position défensive. Lorsqu'elle est repliée, elle agit comme un blindage supplémentaire. Le TOS 1A est équipé de plusieurs capteurs infrarouges pour la navigation nocturne. Sur l'avant droit du véhicule se trouve le capteur FG125 et sur l'avant gauche le FG127. Ces capteurs permettent au pilote de voir quelques mètres devant lui dans l'obscurité, même sans lumière visible. Les infrarouges utilisés ne sont pas perceptibles à l'œil nu, mais ils peuvent être détectés par les dispositifs de vision nocturne ennemis. C'est pourquoi le FG127 émet un signal de faible intensité, réduisant la visibilité pour l'ennemi tout en offrant une vision suffisante pour la conduite. À l'avant du blindé, des crochets de remorquage sont visibles et d'autres sont également positionnés à l'arrière. Le véhicule est également équipé de 4 lance-grenades fumigènes de type 902B orientées vers l'avant. Ces dispositifs projettent des grenades fumigènes en cas de repérage par l'ennemi, créant un écran de fumée pour masquer sa position et lui permettre de se replier sans être ciblé. Le TOS 1A dispose aussi de 7 feux de convoi répartis sur l'ensemble du véhicule, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, 1 sur la tourelle de lancement et 2 près de l'arrière. Ces feux sont très discrets, visibles seulement à courte distance, et émettent différentes couleurs selon leur orientation. Bleu monte à l'avant, jaune et rouge à l'arrière. Ils servent à maintenir la coordination et la distance entre véhicules lors des déplacements de lui. Enfin, à l'avant du véhicule, sur la plaque de blindage, un défecteur en forme de V est installé. Il agit comme un pare-éclaboussure pour repousser l'eau et la poussière pendant les déplacements sur terrain boueux ou inondé, améliorant ainsi la visibilité pour le conducteur. Devant lui est installé le périscope TNPO 168B, un modèle standard également utilisé sur les chars T-72 et T-90. Ce périscope permet au pilote de voir ce qui se trouve devant le véhicule sans sortir la tête. Il offre un champ de vision de 138 degrés à l'horizontale et 16 degrés à la verticale, ce qui lui permet une conduite efficace même en terrain difficile. Sur le côté gauche du châssis, on trouve 5 grandes boîtes, appelées paniers de stockage d'outils. Ces compartiments contiennent les équipements nécessaires à l'entretien et aux réparations du véhicule. Sur le côté droit, 5 compartiments distincts stockent des réservoirs d'énergie auxiliaire. Ces réserves de carburant externe complètent les réservoirs principaux du véhicule et étendent son autonomie. La tourelle centrale, qui surplombe le châssis, abrite le commandant et le tireur. Elle est le véritable centre de commandement du véhicule, équipé de tous les systèmes électroniques nécessaires pour détecter et engager des cibles. Le tireur accède à son poste par une trappe dédiée. Il utilise un périscope TNP 165A qui lui offre un champ de vision de 74 degrés à l'horizontale et 35 degrés à la verticale. Ce dispositif est conçu pour fournir une vue claire et rapide du champ de bataille. Devant lui se trouve le télémètre laser 1D14-1, un dispositif essentiel qui mesure la distance des cibles. Ce télémètre permet de cibler des véhicules blindés ou des chars jusqu'à une distance d'environ 10 km et des structures plus grandes comme des immeubles ou des montagnes jusqu'à environ 25 km. Une fois la cible verrouillée, les données de distance sont envoyées à l'ordinateur balistique situé à gauche du tireur. Ce système calcule ensuite les angles d'azimut et d'élévation nécessaires pour atteindre précisément l'objectif. Le commandant du véhicule dispose de son propre poste, appelé la coupole du commandant. Il est installé un dispositif d'observation thermique TKN3MK, capable de fonctionner de jour comme de nuit. Il offre un champ de vision horizontal de 9,5 degrés en journée et de 7,75 degrés en vision nocturne. Cet appareil, pesant près de 12,5 kg, permet au commandant de repérer des cibles même dans l'obscurité totale. La coupole peut être tournée manuellement pour offrir une meilleure vue au commandant. Il dispose également d'un périscope personnel, le TNPO 160, qui lui offre un champ horizontal de 78 degrés et vertical de 28 degrés. Pour la vision nocturne, un périscope infrarouge ou 3GK est aussi installé. Ce dernier émet une lumière infrarouge invisible, mais peut être converti en lumière visible intense, 240 candela, en retirant le filtre. En mode infrarouge, la luminosité est réduite à 0,24 candelas, permettant des observations discrètes. Une antenne radio située à droite du périscope
assure les communications avec les autres véhicules. Juste derrière la tourelle se trouve le compartiment moteur, protégé par un blindage épais. Le TOS Fianda est équipé d'un moteur KV84, un turbodiesel à 12 cylindres en V, conçu à l'origine pour les chars T-72. Ce moteur développe une puissance de 840 chevaux, produit un coût de 3483 Nm et pèse environ 980 kg. Sa consommation maximale est de 260 grammes par kWh à un régime de 2000 tours par minute. L'échappement est situé sur le côté gauche du véhicule. Lors du déplacement, la fumée générée peut servir de camouflage, masquant le TOS Fianda d'éventuels observateurs ou drones ennemis. À l'arrière du moteur, un radiateur puissant est installé pour assurer le refroidissement de l'engin. L'énergie électrique est transférée à travers un ensemble complexe de connecteurs entre le compartiment moteur et le reste du véhicule. La boîte de transmission est positionnée à côté du radiateur, au sein du compartiment arrière. 2 vérins hydrauliques supplémentaires y sont fixés. Ils servent à ajuster la position de la section de lancement. La section supérieure du véhicule est dédiée au lanceur, aussi appelé unité de tir. Lorsqu'elle n'est pas en action, cette section repose sur le châssis, fixé par 2 verrous métalliques. Une fois activée, elle pivote verticalement et horizontalement grâce à 3 cylindres hydrauliques. La rotation horizontale permet d'ajuster l'azimut, direction, tandis que la rotation verticale détermine l'élévation du tir. Ces ajustements sont calculés avec précision à partir des données balistiques envoyées par l'ordinateur embarqué. Le système peut ainsi tirer avec une précision redoutable. Le TOS-1A embarque jusqu'à 24 roquettes thermobariques. Ces roquettes sont chargées dans des tubes de lancement rainurés, chacun doté d'une rainure hélicoïdale qui imprime une légère rotation à la roquette pendant le tir, améliorant sa stabilité en vol. Contrairement aux missiles, ces projectiles ne sont pas guidés. Ce sont des roquettes pures dont la trajectoire est déterminée par l'angle de tir et la balistique. Le modèle le plus couramment utilisé est la M04M, une roquette de 220 mm de diamètre, d'une longueur de 12,2 m et pesant environ 217 kg. Elle est propulsée par un moteur à propergol solide. À son extrémité avant se trouve une fusée d'impact qui déclenche une charge explosive au moment du contact. Le fonctionnement de la roquette thermobarique est en 2 temps. Lorsqu'elle atteint sa cible, la fusée d'impact active une charge initiale qui disperse un nuage de carburant sous forme de poudre extrêmement fine. Cette substance pénètre dans chaque fissure, ouverture ou recoin du bâtiment ciblé, y compris dans les conduits de ventilation, les tranchées, voire les poumons des victimes humaines si elles sont exposées au nuage au moment des dispersions. En l'espace d'une seconde, ce nuage est enflammé. Il s'ensuit une explosion d'une intensité extrême, atteignant des températures proches de 3000 degrés Celsius, voire plus. Cette explosion consomme instantanément l'oxygène ambiant, créant un vide partiel. L'onde de choc surpuissante qui suit vaporise littéralement tout ce qui se trouve à proximité. Ce phénomène a 2 effets majeurs sur les êtres humains. La surpression détruit les organes internes, notamment les poumons, les cavités auditives, les vaisseaux cérébraux, les yeux et les voies respiratoires. Ensuite, la dépression brutale due au vide provoque une implosion des tissus mous, aggravant les blessures. Les survivants, s'il y en a, souffrent généralement d'hémorragies internes massives, de brûlures sévères et de lésions irréversibles. Les résidus produits par cette combustion sont également toxiques. Ils peuvent provoquer des intoxications si l'environnement n'est pas correctement ventilé après l'explosion. Il faut noter que la charge thermobarique ne contient aucun oxydant interne, elle dépend totalement de l'oxygène de l'air pour fonctionner. Cela signifie que ces roquettes sont inefficaces à haute altitude, sous l'eau ou dans des conditions d'humidité extrême où l'oxygène est peu disponible. Le TOS-1A est principalement destiné à frapper des cibles fortifiées, bâtiments de commandement, bunkers, tranchées, dépôts de munitions ou encore nids de mitrailleuses protégés. Il est particulièrement efficace contre les abris souterrains, les complexes de tunnels ou les blocos en béton renforcé. Prenons l'exemple typique d'une position enterrée. Un bunker en béton doté de murs épais, capable de résister à l'artillerie classique. Ce type d'abri contient souvent une petite chambre avec des opérateurs, du matériel radio, des vivres et parfois des couchages. Même dans ce type de structure, une roquette thermobarique peut s'infiltrer par les ouvertures ou les systèmes de ventilation et détruire tout ce qui se trouve à l'intérieur.
Les flammes se propagent, l'air est aspiré, puis une explosion massive achève la destruction. Lors d'une mission type, le commandant du TOS-1A utilise ses dispositifs optiques pour repérer la cible. Il communique ensuite avec d'autres unités via radio et ordonne aux pilotes de déplacer le véhicule jusqu'à une position de tir sécurisée mais suffisamment proche pour que les roquettes soient efficaces. Une fois le véhicule correctement positionné, les vérins hydrauliques sont déployés pour stabiliser l'engin. Cela empêche toute déviation lors du tir. Ensuite, l'ordinateur balistique calcule les angles de tir, azimut et élévation. Ces données sont transmises au système de visée et le feu est ouvert. Les 24 roquettes peuvent être tirées en quelques secondes, inondant la zone cible dans une mer de feu, de pression et de souffle. L'effet est comparable à un bombardement aérien à basse altitude, mais sans avion. Des roquettes thermobariques comme celles utilisées par le TOS-1A suscitent de nombreuses controverses à l'échelle internationale. Leur pouvoir destructeur, leur effet sur le corps humain et surtout l'ampleur de la souffrance qu'elles provoquent les rapprochent dangereusement des armes interdites par les conventions internationales. Cependant, selon la Revue internationale de la Croix-Rouge, l'usage de ces armes n'est pas illégal en soi. Elles ne sont pas interdites par des traités spécifiques, à condition qu'elles ne soient pas utilisées contre des civils ou des infrastructures civiles. Cela signifie que leur emploi sur des cibles militaires clairement identifiées est toléré dans le cadre du droit international humanitaire. Mais la frontière entre usage militaire légitime et crime de guerre est mince. Lorsqu'elles sont utilisées dans des zones urbaines densément peuplées, comme cela a été documenté à plusieurs reprises en Syrie, en Tchétchénie ou en Ukraine, les dégâts collatéraux deviennent inévitables. Les immeubles s'effondrent, les hôpitaux sont endommagés, les civils sont asphyxiés ou brûlés vifs. Le débat s'intensifie donc sur la nécessité d'une réglementation stricte de ces armes à surpression. Jusqu'à présent, toutes les tentatives internationales pour restreindre, encadrer ou interdire les armes thermobariques ont échoué. L'absence d'une convention spécifique laisse un vide juridique que certains États exploitent pour les intégrer pleinement dans leur arsenal. Et pourtant, l'efficacité militaire du TOS-1A n'est plus à prouver. Il a démontré sa puissance dans de nombreux conflits, en particulier dans des environnements où les forces ennemies sont retranchées. Mais son usage soulève une question cruciale. Jusqu'où peut-on aller pour gagner une guerre sans perdre notre humanité ? Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou glaçante, partagez-la. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur les armes qui redessinent la guerre moderne.